Parfait. Bon, ben merci. Bonjour à tous. Donc, bon, je me présente rapidement, Lionel Roche. Donc, je suis enseignant, donc professeur au département de sciences de l'activité physique à l'UQAM. Et donc voilà, je vais essayer de vous présenter, ben, en espérant des choses qui vont pouvoir vous être utiles, parce que c'est jamais facile en fait finalement d'essayer de formaliser la façon dont on s'y prend pour écrire un article. Quand en fait on le fait sans nécessairement penser la façon dont on le réalise. Donc, je vais essayer de vous partager certaines de mes expériences et un petit peu voir comment on peut essayer d'envisager une démarche pour essayer de rédiger des articles. Donc, surtout à la fin, n'hésitez pas pour les questions. Moi, je pense que je vais en avoir à peu près pour 30 minutes à vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Et puis ensuite, donc, le but, c'est d'échanger. N'hésitez pas à me solliciter. Alors déjà, je pense un aspect qui est important, c'est finalement qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on cible derrière la réalisation d'un article. Alors évidemment, le but, c'est d'essayer de contribuer à l'avancement des connaissances, mais si on est un peu plus précis, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que pour essayer d'envisager de contribuer à l'avancement des connaissances, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une connaissance déjà du champ, de ce qui a été fait, et pour pas reproduire quelque chose qui a déjà été fait, ou alors si on le reproduit en étant conscient et peut-être pour confirmer ou infirmer certains résultats. Mais avant toute chose, c'est finalement avoir un peu une connaissance, même si ce n'est pas nécessairement tout connaître, mais avoir une connaissance un petit peu de ce qui a été fait et parfois, ça permet d'orienter, de positionner sa propre recherche dans le champ de recherche qui est le nôtre, dans votre champ. Et donc, par exemple, de mener une étude qui n'a pas été faite, de mener quelque chose qui n'a pas été fait avec une population donnée. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir l'idée de mener une étude, mais finalement, vous constatez que cette étude, elle a déjà été menée, mais par contre, ce qui va changer dans votre étude, ça peut être, par exemple, le public cible. Mais donc, du coup, là, ça sera votre contribution à ce champ-là. Mais pour bien positionner votre étude, finalement, c'est qu'est-ce qui est existant. Un autre aspect, c'est contribuer, par exemple, à la structuration d'un champ de recherche. Alors, je suis désolé, je vais peut-être prendre beaucoup d'exemples issus de mon propre champ, mais par exemple, autour de la vidéo 360, moi, je travaille spécifiquement sur l'usage de la vidéo 360 degrés pour la formation des enseignants ou l'usage de cette technologie dans différents champs de formation. Par exemple, il y a certains types de publications qui peuvent contribuer à structurer un champ, à organiser ce champ, à permettre de définir certaines choses. Par exemple, ça peut passer par des articles. Alors, on verra tout à l'heure hein, quand j'évoquerai les typologies d'articles, mais par exemple, un article de type conceptuel peut finalement contribuer à la structuration d'un champ de recherche. Je vous dis ça parce que, par exemple, dans le cas qui est le mien, dans le champ de la vidéo 360, la littérature, on peut identifier à peu près 5-6 appellations différentes, ce qui rend difficile la réalisation de revues systématiques de littérature. Donc, un article peut contribuer à essayer de structurer le champ de recherche en proposant d'adopter une définition commune qui permettra d'identifier facilement les recherches menées dans le champ. Euh, Évidemment, donc je vous l'ai évoqué précédemment, quand vous essayez de réaliser votre article, un des aspects importants, c'est de délimiter un petit peu la littérature existante. Donc, où vous vous positionnez, comment vous se positionne votre étude par rapport à ce qui existe. À travers aussi les finalités, l'idée, c'est aussi, faut pas le cacher, développer votre CV dans l'optique de pouvoir être recruté. Mais du coup, c'est aussi, ça pose la question de produire suffisamment, mais peut-être pas trop produire aussi. C'est-à-dire que on retrouve des fois dans la littérature ou dans des démarches, finalement, des gens qui découpent une étude qu'ils font et qui découpent tout en petits morceaux et finalement, ils saucissonnent tout ce qu'ils ont fait pour multiplier les publications. Des fois, c'est pas nécessairement la bonne stratégie. Donc, voir quelle est la bonne stratégie, peut-être publier moins, mais plus qualitatif. Donc, avoir des stratégies un petit peu par rapport à ça. Et enfin, donc, la publication, une publication, finalement, c'est un instant T de votre recherche, de votre programme de recherche, de votre thèse.
Et finalement, c'est peut-être une étape qui va amener le développement d'autres choses, d'autres questionnements, qui va alimenter votre réflexion, qui va mûrir certaines choses dans votre thèse. Et c'est aussi parfois un moment de figer certaines choses parce que la publication scientifique, ben, vous n'êtes pas comme dans votre thèse quand vous réalisez votre manuscrit ou votre document pour la maîtrise, c'est que finalement, là, dans la thèse ou dans la maîtrise, vous n'avez pas un nombre de signes. Vous rédigez autant que vous voulez. Dans un article scientifique, vous avez des normes et vous avez un nombre de signes. Si on vous dit 30, 40 ou 50 000 signes, vous ne pouvez pas dépasser, sinon c'est refusé. Donc, à un moment, le fait de rédiger un article, finalement, ça va être un moment qui va vous permettre de figer, de formaliser certaines choses, de faire des choix dans ce que vous allez présenter et qui peut vous aider à mieux structurer ou à mieux planifier la suite de votre travail. Alors, du coup, par rapport à ça, il faut aussi être capable d'identifier un petit peu le type d'article que vous voulez produire. Il y a différents types d'articles. Ceux qu'on retrouve le plus souvent, ceux qui sont les plus classiques, c'est les articles empiriques, c'est-à-dire basés sur des données que vous avez récoltées, que vous avez traitées pour obtenir des résultats. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve essentiellement. Je vais y revenir après. Il peut y avoir des revues de littérature, mais du coup, les revues de littérature, il y a maintenant énormément de catégories de revues de littérature, que ce soit des méta-analyses, des scoping reviews, des umbrella reviews, des mini-reviews, des systematic reviews. Vous avez aussi quelque chose qui est un petit peu proche, qui est les SWOT analysis. Donc, différents types de publications. Et finalement, c'est quel type de revue de littérature vous voulez faire, quel type de méthodologie. Et par exemple, dans la méthodologie sur ces aspects-là, ben, il va se poser la question, quelle base de données vous utilisez pour faire votre recherche systématique. Maintenant, il y a aussi des revues de littérature qui utilisent l'IA et qui le mentionnent dans la méthodologie comme étant un élément qui a permis d'élaborer une partie du corpus. Donc, voilà, qu'est-ce que vous visez? Quel type de revue systématique? Enfin, quel type de revue de littérature? Et par exemple, je sais que, par exemple, en France, notamment dans la revue française de pédagogie, ils publient souvent, eux, ce qu'ils appellent des notes de synthèse, qui finalement sont des revues de littérature, mais qui ne sont pas nécessairement systématiques, qui n'ont pas forcément une méthodologie très, très cadrée. Donc voilà, en fonction aussi du type de revue dans lesquelles vous allez publier, ben, la méthodologie sera plus ou moins robuste et c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Il peut y avoir aussi donc des articles d'opinion, type opinion paper, c'est-à-dire c'est des articles finalement où où on va positionner certaines choses, mais en l'étayant scientifiquement. Donc, en faisant référence à des recherches, à différents types de recherches qui vont permettre de justifier un point de vue sur certaines choses. Des articles conceptuels, où là, on va plus travailler sur la définition d'un concept, comment le concept va pouvoir se positionner, par exemple, dans différentes approches épistémologiques. Et enfin, aussi parfois des articles méthodologiques, c'est-à-dire qui ont pour but de publier une méthodologie particulière. Notamment, ça se fait quand on valide, par exemple, des questionnaires, quand on arrive à un processus de validation d'un questionnaire, mais ça peut aussi se faire, par exemple, sur des méthodologies mixtes ou encore des méthodologies qualitatives qui peuvent être assez spécifiques. Donc, du coup, c'est finalement vous savoir quel type d'article vous voulez réaliser. Et spontanément, on a plutôt tendance à tout de suite vouloir aller vers des revues, des articles empiriques. Mais peut-être qu'à certains moments, ça peut être intéressant d'envisager d'abord une revue de littérature, une revue systématique ou une scoping review en fonction de ce que vous voulez, en fonction du champ de recherche dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que finalement, à un moment, le fait de choisir une scoping review ou une revue systématique, ça va dépendre peut-être de l'état d'avancement des connaissances dans votre champ. C'est-à-dire que si on a un champ qui est assez productif, où il y a beaucoup de choses, faire une scoping review, ça permet finalement de baliser un peu, de montrer tout ce qui est existant. Alors qu'une revue systématique, on va se focaliser vraiment sur des aspects beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifiques. Donc, peut-être ça peut être voilà, quelque chose qui peut être intéressant dans votre progression à envisager. De même que, par exemple, les articles méthodologiques, peut-être qu'à un moment, si votre méthodologie elle est relativement innovante,
qu'il y a des choses que vous voulez valider, ben, ça peut être intéressant d'essayer d'envisager de publier une partie de la méthodologie que vous avez pu développer et élaborer dans le cadre de votre recherche. Alors du coup, par rapport à ça, par rapport à tout ça aussi, un aspect qui sera important, oh, pardon, j'ai un petit souci, dans les étapes un petit peu les préliminaires pour arriver à la rédaction de votre article, c'est finalement essayer d'être un petit peu au clair de quelle problématique est sous-jacente à votre article. Alors la problématique, poser une question de recherche précise, euh, je ne sais pas si tout le monde vous dira ça, si vos directeurs vous diront la même chose, mais souvent, on pose une question de recherche, on avance un petit peu dans le traitement des matériaux, et finalement, des fois, la question de recherche, elle est reformulée, réaffinée, elle peut évoluer ou autre. Donc, en fait, je pense que dans l'étape d'écriture, la question de recherche en elle-même ou les questions de recherche, finalement, elles vont s'affiner, mais elles ne pourront pas être précises d'entrée de jeu, à mon sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'affiner, se réélaborer, peut-être se diviser en sous-questions, mais bien souvent, arriver tout de suite et chercher la formulation précise, exacte du premier coup, à mon sens, c'est pas quelque chose qui est qui est vraiment réaliste, quoi. Un autre aspect, c'est que il faut, avant toute chose, bah, choisir la revue. Et du coup, choisir la revue, pour moi, c'est vraiment la première chose à faire pour vous. C'est-à-dire, quand vous avez une idée un petit peu de ce que vous voulez publier, allez consulter les revues qui peuvent être, par exemple, les plus populaires ou les plus importantes dans votre champ de recherche. Par rapport à ça, bah, aussi décider finalement dans quelle langue vous allez publier. Est-ce que vous allez publier en français, en anglais? Il n'y a pas tout à fait non plus les mêmes façons de rédiger, les mêmes structurations. Donc, il y a des petites choses qui peuvent évoluer, donc bien choisir. Et finalement, identifier aussi un petit peu quelle est la portée de la revue, la notoriété des revues dans lesquelles vous voulez publier. Par exemple, c'est un des aspects qui permet de classifier les revues, c'est SJR. Donc, je vous ai mis l'adresse du site, mais qui permet de classifier un petit peu les revues en fonction des quartiles. Donc, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment ça fonctionne, mais en fonction des quartiles. Donc, quand vous irez sur ce site-là, vous rentrez le nom d'une revue et par exemple, ça va, si la revue, entre guillemets, ne ressort pas, bah, c'est qu'elle n'est pas indexée. Donc, il y a des chances qu'elle soit un peu moins prestigieuse au niveau international. La deuxième chose, c'est que cette base de données recense quand même beaucoup de revues anglo-saxonnes, mais beaucoup moins francophones. D'accord? Il y en a, mais beaucoup moins. Et ensuite, les revues sont classées au regard de la notoriété, de l'impact, des citations, année après année. Et en fait, elles sont classées ce qu'ils appellent par quartile, c'est-à-dire en gros, il y a Q1, Q2, Q3, Q4. Le Q1, c'est les revues les plus prestigieuses. Et plus on descend, plus on est sur des revues qui sont un peu moins prestigieuses ou un peu moins citées. Mais déjà publié dans une revue Q3 ou Q4, c'est déjà très bien. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous avez une revue qui n'est pas indexée là-dedans que ça vaut pas le coup de publier. D'accord? Mais dans l'idée, des fois, si vous avez des attentes très précises sur ce que vous voulez faire à l'issue de votre recherche, ben, peut-être ça peut être intéressant de regarder, d'identifier un petit peu, entre guillemets, la notoriété des revues et le fait qu'elles soient beaucoup citées ou non. Alors, par rapport à ça aussi, il faut être vigilant par rapport aux revues prédatrices. C'est-à-dire que par rapport à ça, bah, des fois, vous allez faire une communication dans un congrès, par exemple, et puis tout d'un coup, vous allez recevoir des mails de sollicitation d'une revue. Alors, c'est toujours bien, ça, on prend toujours bien. On se dit, ah, c'est intéressant ce que je fais. On se dit, ouais, c'est bien. Mais il faut être vigilant sur bah, ce type de revue. C'est-à-dire qu'il y a des revues qui vous promettent que ça va être publié en un mois. Alors, a priori, déjà, quand c'est publié très vite, il faut faire attention. Et finalement, c'est des publications qui peuvent aller vite, mais qui finalement ont très peu d'expertise des fois et qui auront plutôt un impact négatif sur votre CV. Donc, par rapport à ça, sur les revues prédatrices, il y a des listes, il y a des chercheurs qui établissent des listes. Aussi, il y a un bon point de conseil par rapport à ça, c'est vous adresser au service des bibliothèques, c'est-à-dire quand vous avez un doute sur une revue,
voilà, vous pouvez poser la question et eux, ils font une recherche et ils peuvent vous conseiller. Mais par rapport à ça, donc, soyez vigilants sur là où vous allez soumettre. Voilà, parce que aussi des fois, ben, ce qui va faire la différence, c'est aussi des fois les frais de publication. Puisque si vous vouliez publier, par exemple, en open access ou dans certaines revues, ben, il y a des frais de publication. Et donc, des fois, ça oriente vos choix. Et finalement, publier que dans des revues qui ne sont pas payantes peut un peu plus vous exposer sur des revues prédatrices. Un autre aspect qui est important, c'est identifier un petit peu et essayer d'identifier le délai de publication. Alors, généralement, les revues donnent des délais de publication à titre indicatif sur leur site. Donc, c'est bien à titre indicatif, mais si tout de suite la revue vous met que le délai moyen, il est à 1 an, et que vous avez absolument besoin de publier pour étayer votre dossier, bah, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Donc, il faut bien cibler la revue au regard peut-être des contraintes qui sont les vôtres. Si vous n'avez pas de contraintes particulières, bah, en soi, il n'y a pas de souci mais à être vigilant et à être au courant de finalement le délai de publication. Et puis aussi, donc, choisir la revue finalement en fonction du domaine dans lequel vous voulez publier. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon cas, moi, je travaille un peu à l'intersection de l'éducation physique, des sciences de l'éducation, mais aussi des technologies. Et donc, je publie un peu dans ces trois types de publications, mais en fonction des publications et du contenu de l'article, je ne vais pas le soumettre dans les mêmes revues parce que ça ne s'adresse pas au lectorat et aux attentes éditoriales de la revue. Donc, regardez bien le scope, un peu les attentes et les objectifs de la revue pour bien identifier quelque chose qui correspond à ce que vous voulez publier. Ensuite, donc, la structure d'un article. Bon, là, il n'y a rien de très innovant dans ce que je vais vous proposer, mais c'est une structure qui est assez classique dans l'optique d'un article, on va dire, plutôt empirique. D'accord? Si c'était un article basé sur une revue systématique de la littérature, ça ne serait pas tout à fait de la même façon. Déjà, la première chose, c'est penser à un titre, mais un titre qui soit plutôt concis, qui soit informatif, qui dise bien de quoi va traiter l'article et qui puisse attirer l'attention, quoi. C'est-à-dire que les titres qui font 4 lignes, bon, ben, c'est un peu compliqué à retenir et il y a du mal à marquer les esprits. Regardez aussi dans les normes éditoriales, bah, des fois, il y a des revues qui contraignent le nombre de signes dans le titre. Donc, pensez de façon un petit peu stratégique. Je vous donne un exemple sur un article que j'avais publié en 2017. Euh, J'avais constaté dans la littérature que dans le cadre de la formation des enseignants, il n'y avait pas d'usage de la vidéo 360 à l'époque, en 2017. Et donc, du coup, bah, j'avais fait le choix de publier en mettant dans le titre Using 360 degrees video in teacher education. Et donc, du coup, dès qu'il y a une recherche qui est lancée, bah, cet article ressort, même si en soi, ce n'était pas un article, c'était juste des actes de congrès. Mais systématiquement, il fait partie des articles qui ressortent le plus facilement parce qu'il y a les mots-clés qui sont présents dans le titre et qui permettent facilement de faire identifier cette recherche-là. Pensez bien aussi à soigner votre résumé. Parce que c'est pareil, c'est que le résumé, c'est ce qui va permettre d'identifier votre article ou vos recherches dans les bases de données. C'est-à-dire que quand on fait une recherche pour une revue de littérature systématique, ben, où est-ce que les mots sont explorés? Ils sont explorés dans le titre, souvent, dans le résumé et dans les mots-clés. Donc, du coup, titre, résumé, mots-clés, c'est les aspects qu'il faut vraiment un petit peu soigner pour pouvoir faire ressortir votre article dans les recherches par mots-clés, quoi. Et donc, par rapport à ça, on a tendance souvent à faire le résumé à la fin, quand on a tout fini. Et comme on a tout fini et qu'on en a un peu marre, ben, c'est pas la partie qu'on soigne le plus. Donc, du coup, soignez-le, prenez le temps, parce que c'est ce qui va permettre d'accrocher le lecteur et de lui donner envie d'aller plus loin. De même, quand vous publiez en français que le résumé est traduit en anglais, passez un peu de temps pour soigner l'anglais et que ça soit voilà, facilement accessible. J'ai mis sans référence parce que aussi, généralement, hein, la norme, c'est que dans les résumés,
beaucoup de revues demandent à ce qu'il n'y ait pas de référence. C'est juste le texte sans les différentes références selon tel auteur. Je me suis basé sur telle méthodologie, entre parenthèses, là. On donne juste la méthodologie, mais on ne donne pas, par exemple, les auteurs auxquels on se réfère. Et donc, globalement, le contenu du résumé, finalement, ben, un peu, c'est quel est l'objectif de votre recherche, quelle méthode ou méthodologie vous avez utilisée, essentiellement les résultats principaux et un peu les conclusions qu'on peut en tirer. Ensuite, donc, au niveau de l'introduction, ben, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure quand vous décidez un petit peu de faire un article, c'est comment vous positionnez votre travail dans un contexte un peu plus global, c'est-à-dire le contexte scientifique, le contexte national, international, sociétal. C'est-à-dire que, par exemple, quand on publie sur le numérique et sur l'usage, par exemple, des tablettes à l'école, ben, en ce moment, il y a tout un débat sur... ben, il y a des pays qui ont complètement supprimé les tablettes à l'école, comme la Suède. Il y a des endroits où ça reste plus nuancé. Il y a des endroits... Donc, voilà, il y a des fois une pression sociale qui peut expliquer que certaines recherches soient développées. Alors, il faut replacer tout ça et toujours en étant nuancé, c'est-à-dire que finalement, le but premier d'une recherche ou d'un article, c'est pas de répondre à des attentes particulières sociétales. Le but, c'est qu'il y ait une contribution, mais c'est pas nécessairement de répondre à toutes les interrogations tout de suite. Pensez à situer de façon plus ou moins conséquente. Ça va dépendre de la longueur des normes éditoriales de l'article, de la revue dans laquelle vous allez soumettre, mais finalement, positionner et faire une petite revue de littérature de ce qui se fait dans le champ, de ce qui a pu être fait précédemment. Envisager, je vous l'ai dit, les enjeux sociétaux, c'est-à-dire finalement en quoi votre recherche peut avoir un impact sociétal. Est-ce qu'il y a des enjeux scientifiques, mais aussi épistémiques, d'accord? Quelle production de connaissances vous allez pouvoir occasionner? Et enfin, donc, essayer d'explorer clairement, d'exposer clairement votre problématique, votre question de recherche ou les hypothèses que vous voulez défendre ou explorer ou valider. Ensuite, donc, la méthode. Alors, la méthode, bah, l'objectif et l'aspect primordial, c'est bien retenir que la méthode que vous allez utiliser, la méthodologie, elle doit être reproductible. C'est-à-dire qu'il faut la rendre la plus transparente, la plus explicite, la plus rigoureuse possible pour qu'elle puisse être reproductible par n'importe qui. C'est-à-dire, quand je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir peut-être, quand vous explorez la littérature, vous rendre compte que l'idée géniale que vous aviez eue, bah, en fait, ça a déjà été fait. Alors, vous pouvez reprendre l'étude et modifier certains paramètres. Ça peut être les participants qui changent ou autre, ou ça peut être reproduire la même étude pour essayer d'infirmer ou de confirmer les résultats préliminaires qui ont été obtenus. Et donc, du coup, le côté reproductible, c'est ce qui assure le côté scientifique à votre démarche. Et donc, par rapport à ça, bah, il faudra décrire de façon précise bah, les participants, quel type de participants vous avez, comment vous collectez les données, est-ce que c'est du quantitatif, du qualitatif, du mixte, et comment vous procédez au traitement. Le traitement de vos données, il doit être explicite, il faut qu'on comprenne, il n'y a pas d'implicite à ce stade-là. On doit comprendre quelles sont les différentes étapes pour réaliser le traitement de vos données parce que c'est finalement le traitement des données qui va vous conduire à aller vers les résultats. Ensuite, au niveau des résultats, n'hésitez pas à, on va dire, organiser vos résultats, à découper, à créer des sous-parties. Éviter les parties trop longues où on ouvre l'article et on a un bloc qui fait 3 pages et il faut qu'on se débrouille pour essayer d'organiser. Pensez bien à créer des parties, voire des sous-parties, à essayer d'illustrer avec des tableaux, des graphiques et d'expliquer finalement quels sont les faits sur lesquels vous vous basez, d'illustrer et ensuite de voir quelle interprétation vous pouvez avoir à l'issue des données, ce qui vous permet finalement d'élaborer votre point de résultat ou vos points de résultat. Ensuite, il y a la discussion. Alors la discussion, c'est toujours une phase qui est un peu délicate, qu'on a tendance des fois un peu à chanter, c'est-à-dire on met discussion-conclusion,
Parce que des fois, quand on n'est pas trop à l'aise avec la discussion, on se dit, bon, on va le mettre avec la conclusion, comme ça passe un peu, on mélange un peu les deux, et les experts vont pas dire grand-chose. Mais concrètement, en fait, ça revient un peu à boucler la boucle avec ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire que finalement, votre discussion, au regard de la littérature que vous avez identifiée, ça va vous permettre finalement de comparer, de mettre en relation vos points de résultat avec d'autres études, peut-être souligner qu'il y a une convergence sur certains points, il y a des divergences sur certains points, peut-être souligner les forces et les limites de votre étude. Alors, assez souvent, et c'est un peu, on va dire que c'est une discussion à minima, mais assez souvent, par exemple, sur les approches qualitatives, bon, bah, souvent, oui, sur une approche qualitative, dans mon étude, peut-être qu'il faudrait augmenter le nombre de participants, peut-être qu'il faudrait mettre des questionnaires, ça permettrait d'être sur une méthode. Bon, c'est un petit peu trop, on va dire, quelque chose qui est facile en termes de discussion, mais je pense que votre discussion, vous allez pouvoir l'enrichir si vraiment vous arrivez à mettre en discussion justement vos résultats avec d'autres études. Et c'est vraiment ça, c'est voir si finalement vos résultats confirment, infirment, sont dans la lignée, sont en rupture avec d'autres études. Une fois que vous avez fait ça, malheureusement, ce n'est pas encore fini. Il vous reste la conclusion. Et donc là, a priori, c'est quelque chose qui devrait être un petit peu plus simple si votre discussion a bien été positionnée. C'est que finalement, ici, bah, qu'est-ce que vous allez retirer de votre étude? Donc un petit peu ramasser un peu les résultats. Quelles pourraient être les perspectives? Comment vous pourriez envisager de continuer cette étude-là? Ça serait quoi la suite? Et finalement, est-ce que vous avez répondu à votre ou à vos questions de recherche? Boucler la boucle, c'est-à-dire vous avez posé une question de recherche, vous avez mis en place une méthodologie, vous avez eu des résultats, mais finalement, est-ce que vraiment vous avez répondu à vos questions ou à votre question de recherche? Alors, il y a aussi une façon de fonctionner, je ne l'ai pas dit pour la discussion, c'est que des fois, il y a des collègues qui reprennent toutes les questions de recherche et finalement organise la discussion comme ça. Alors oui, ça peut être fait, mais je pense toujours pareil, en étant dans l'optique de mettre en discussion les réponses que vous avez pu trouver aux questions de recherche avec d'autres recherches. Et enfin, le dernier point, c'est respecter les normes des revues. Parce que des fois, vous allez tout simplement avoir votre article qui va vous revenir dans l'heure qui suit, parce que votre article n'est pas aux normes de la revue. Et donc, il y a certaines revues, directement, si votre article, il l'ouvre, il n'est pas aux normes, il vous le renvoie. Donc, n'hésitez pas à utiliser il y a des revues qui le font, ils ont des feuilles de style. Donc, prenez la feuille de style et faites-le directement dans la feuille de style. Parce que après, vous avez toujours des difficultés à mettre en page, mettre aux normes. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, quand vous voulez publier, regardez la revue, ciblez la revue. Et si cette revue a une feuille de style, pour vous faciliter le travail, commencez tout de suite à travailler dans la feuille de style de la revue. Parce que si vous faites votre article, puis ensuite vous dites, je vais prendre la feuille et je vais faire des copier-coller dedans et tout, vous allez toujours avoir des coquilles, des trucs qui ne vont pas être bons, des retraits, donc voilà, des numérotations. Donc, essayez, quand vous avez choisi la revue, s'il y a une feuille de style, de la prendre tout de suite. Ensuite, au niveau du style, euh, moi, donc, peut-être vous l'avez identifié, mais je suis français et on a tendance à être un peu jargonnant, à avoir des phrases très longues. Donc, n'hésitez pas à réduire la longueur de vos phrases, à être concis, d'accord, à pas mettre trois idées dans la même phrase, parce que des fois, il y a des phrases, on arrive à réviser des articles où on a une phrase qui fait 5 lignes, on arrive au bout de la phrase, on ne sait même plus quel était le début, quoi. Donc, du coup, quand on commence à être obligé de relire les phrases, au début, bah, l'expert fait l'effort et plus on va avancer dans l'article, plus ça va être difficile. Donc, essayez de faire des phrases courtes, précises. Évitez le jargon inutile ou s'il y a des termes précis, spécifiques, définissez-les. Soyez précis dans les terminologies. Je suis désolé, hein, je parle de mon champ là, mais je vous donne un exemple. Dans la littérature sur la vidéo 360, par exemple,
En fonction des articles, il y a des publications qui passent et qui parlent de la vidéo 360 en réalité virtuelle. Mais du coup, là, c'est pas précis au niveau de la terminologie, puisque la vidéo 360, comme son nom l'indique, c'est de la vidéo. Et la réalité virtuelle, c'est pas de la vidéo, c'est quelque chose qui est reconstruit informatiquement. Donc, du coup, soyez précis sur les termes et définissez-les bien pour que l'expert comprenne bien ce que vous présentez. Pensez à bien structurer vos paragraphes, à bien organiser votre article en paragraphes. Donc, il y a les étapes, entre guillemets, les grandes parties, mais par exemple, dans votre introduction, n'hésitez pas à faire des sous-parties, à faire des retraits, à faire des paragraphes, plutôt qu'il y a un bloc très long où, quand il y a un changement d'idée ou autre, on ne sait plus trop où on en est. J'ai oublié de le préciser aussi, pensez à bien positionner les termes des fois au regard des différentes épistémologies sous-jacentes. Par exemple, on peut évoquer certains aspects, certains concepts sur l'apprentissage, mais quand vous allez parler, par exemple, de l'apprentissage et de la place de la répétition, si vous êtes dans une conception plutôt cognitiviste de l'apprentissage ou plutôt behavioriste, ben, la répétition ne prend pas la même acception et c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Un autre point, c'est penser à être nuancé, d'accord? C'est-à-dire que pas être trop péremptoire dans tout ce que vous mettez. Donc, il y a des faits, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand vous obtenez un point de résultat, ben là, c'est un point de résultat. Mais par contre, après, dans la discussion, ben, ce qui va être important, c'est d'être nuancé dans le positionnement de vos résultats par rapport au positionnement avec les autres. C'est-à-dire, c'est pas mes résultats, ils sont meilleurs ou c'est les meilleurs ou autre, mais c'est que peut-être ils peuvent être confirmés, ils peuvent être mis, ils peuvent remettre en question certains aspects, certaines autres études sur tel et tel aspect. D'accord? Mais c'est pas nécessairement. Nous avons montré que les études qui montrent ça et ça ne sont pas bonnes, mais que nous, ici, on a montré être nuancé dans la façon dont vous allez positionner certaines choses. Enfin, sur les aspects éthiques, bon, ça, je le souligne. Je suis désolé, c'est un peu ma culture française, mais en France, les demandes éthiques sont beaucoup moins poussées qu'au Québec. Mais évidemment, le certificat éthique, vous ne pouvez pas publier sans. Certaines revues vous demandent des fois le numéro, quand vous avez des numéros de certificat éthique, ou vous demandent à quelle date il a été accordé, dans quelle université. Donc ça arrive. Vous pouvez le voir dans les publications généralement. Attention à tout ce qui est plagiat, c'est-à-dire la façon dont vous allez citer les auteurs sur lesquels vous appuyez. Et attention, parce qu'on en a de plus en plus, des personnes qui utilisent l'IA pour rédiger des choses ou autres. Alors, soyez très, très vigilants par rapport à ça. Peut-être ça peut vous donner des idées, une source d'inspiration, mais ça ne fera pas le travail, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le côté, on va dire, la prise de recul par rapport aux données, par rapport à la thématique, par rapport à un certain nombre d'éléments, c'est vous, en tant qu'individu, qui pourrez le faire. Mais c'est certainement pas le fait de faire des copier-coller dans l'IA. Et ensuite, par rapport à ça, il y a des revues qui demandent maintenant si des contenus ou des parties ont été élaborés avec de l'IA. C'est posé dans certaines questions, dans certaines revues. Si c'est le cas, soyez transparent sur des potentiels conflits d'intérêts. Il peut y en avoir. Et aussi, pensez bien à mettre en avant les financements, d'accord? C'est-à-dire que des fois, on peut oublier de mentionner les sources et ce qui a permis de favoriser la réalisation de votre étude. Et pensez bien à vous assurer que vous avez toutes les autorisations nécessaires pour publier, pour utiliser des images ou des vidéos. Parce que parfois, quand on fait une captation, on a l'autorisation de faire une captation en enregistrement pour mener l'étude, mais pas nécessairement pour diffuser des photos ou des extraits vidéo. Donc, du coup, soyez vigilants par rapport à ça, le type de formulaire que vous faites remplir, le type d'autorisation que vous obtenez pour l'usage de vos données. Enfin, donc, écrire, ben,
c'est long, il faut être patient. On a plutôt tendance à être moins patient maintenant. On veut tout de suite que ça arrive vite, notamment avec l'IA où on pose 3 questions et puis on obtient quelque chose. Mais c'est un processus qui est long, c'est un processus qui fait d'aller-retour. Quand je dis d'aller-retour, c'est entre ce que vous allez faire, vous allez arrêter, reprendre, reformuler. Un jour, vous allez être content, vous allez le refaire, refaire, refaire. Des fois, vous allez lire un article, vous allez dire, ah ouais, ça c'est super, vous allez absolument vouloir le rentrer dans votre publication, mais ça ne rentre pas. Bon, c'est long et il faut accepter à un moment, ben, faut poser ce que vous avez, ce que vous faites. C'est-à-dire que faut accepter de figer ce que vous faites à un instant T dans la publication. Parce que bah, quand on pense, qu'on réfléchit, qu'on travaille sur un projet, ça a toujours tendance à évoluer, 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 évoluer. Et du coup, vous écrivez votre article et puis vous avez d'autres idées qui arrivent, vous voulez le remettre, le remodifier. Et du coup, vous n'avancez pas sur la publication. Donc, il y a un moment, il faut accepter d'arrêter certaines choses. Il faut accepter de choisir, on va dire, ce qu'on va publier, quelle partie des données, des résultats, qu'est-ce qu'on choisit, quoi. Ce qui peut aider au départ, c'est peut-être finalement de commencer à faire un plan détaillé, c'est-à-dire, bon, hormis la structure un peu classique, mais de faire des paquets avec les idées qu'on pourrait mobiliser. Si vous avez déjà travaillé un petit peu vos données ou autres, commencez à réfléchir sur un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les résultats, mais aussi dans la discussion. J'ai tel point de résultat, ah ouais, ça me fait penser à telle étude, mais et peut-être que je pourrais aller voir s'il n'y a pas autre chose qui pourrait enrichir un point de discussion. Et donc la discussion, souvent, c'est un moment où vous allez essayer d'aller lire des choses, peut-être pour creuser, mettre en discussion justement vos points de résultat. Donc là, c'est peut-être un moment où vous allez être amené à lire des choses complémentaires. Pensez aussi à la cohérence globale. Quand je dis cohérence globale, si vous posez des questions de recherche et que on arrive à la fin de l'article, on ne sait même plus quelles sont et quelles étaient vos questions de recherche, a priori, il y a eu un souci. C'est qu'il y a un moment où il faut essayer de voir comment, en quoi on répond. Est-ce qu'on peut, finalement, des fois, on n'arrive pas à répondre. On n'atteint pas ce qu'on souhaitait comme objectif, mais il faut le dire, revenir sur vos questions de recherche, soit dans la discussion, soit dans la conclusion ou dans les deux. Enfin, avant de soumettre, ben, relisez, relisez, re-relisez. Si vous pouvez, faites relire aussi. Parce que moi, ça m'arrive tout le temps, hein. J'ai toujours l'impression que quand j'écris, tout est clair, tout est limpide, que c'est merveilleux. Mais quand je fais lire, des fois, ben, il n'y a que moi qui ai compris ce que j'avais écrit. Donc, du coup, soyez vigilants à ça. Vaut mieux que vous perdiez peut-être une semaine, 2 semaines à relire, à bien faire relire, à faire relire à quelqu'un, plutôt que ça parte en expertise, que ça revienne, bon, que ça traîne, que ça mette plus de temps. Des fois, attendre, c'est gagner du temps aussi, quoi. Pensez au respect des normes, je vous l'ai dit. Bien relire les consignes éditoriales, notamment sur ce qui doit être joint avec l'article. Par exemple, si vous avez des photos, traditionnellement, l'éditeur va vous demander de joindre un fichier photo à une résolution d'au moins 300 dpi. Et donc ça, souvent, vous le découvrez quand vous êtes en train de tout soumettre, vous avez déposé le fichier, vous avez déposé certaines choses, et là, ah mince, j'ai pas mes photos en 300 dpi, il faut que j'aille exporter les photos, il faut que je monte la résolution, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, du coup, vous avez perdu beaucoup de temps. Enfin, je crois que c'est ma dernière slide, donc c'est l'avant-dernière. Gérer les retours d'expertise. Bah, souvent, c'est là où on le prend mal. C'est-à-dire que généralement, on est toujours satisfait de ce qu'on a fait ou à minima, au moins un peu content. Mais il faut bien vous dire, ce n'est pas des attaques. L'expert ou l'expertise, le relecteur, il n'est pas là pour descendre votre article. Mais il faut prendre ça comme étant finalement une discussion qui s'engage avec l'expert pour peut-être montrer plus de rigueur dans votre méthodologie, peut-être montrer en quoi elle est reproductible, peut-être rendre plus clair, plus lisible vos résultats. Et donc, il faut bien prendre ça comme étant un moyen de bonifier votre texte, de faire en sorte qu'il soit encore meilleur. Et donc, ce n'est pas parce que vous répondez à la première expertise que vous renvoyez le texte qu'obligatoirement il va passer. Ça va peut-être revenir, voire même ça peut ne pas passer. D'accord?
c'est possible, c'est pas une obligation que le texte passe. Faut bien être d'accord avec ça. Et donc, du coup, faut bien prendre en compte les remarques des experts et bien répondre point par point à ce que l'expert va vous demander. Quand je dis répondre, ça ne veut pas dire tout modifier et répondre à toutes les demandes de l'expert, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous pouvez ne pas être d'accord parce que vous considérez que ce que vous avez fait à un moment, sur un point donné, est pertinent, mais il faut le justifier, il faut l'étayer, d'accord? Mais vous ne pouvez pas juste dire non, je ne veux pas répondre à ce commentaire. Il faut l'étayer, il faut répondre, d'accord? On est toujours dans une argumentation. Essayez de répondre le plus rapidement possible. Alors, le plus rapidement, dans un délai raisonnable, c'est-à-dire que on ne répond pas à l'expertise 6 mois après, parce que l'expert, il ne sait plus où il en est de votre article. Donc, répondez, essayez de répondre rapidement et, si possible, sous forme de tableau. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais généralement, on fait un tableau avec les commentaires. Expert A, quel est le commentaire et quelle réponse vous faites à l'expert. Et souvent, vous allez mettre en rouge la partie ou les parties que vous avez modifiées dans le texte pour que ça soit facilement identifiable. Et donc, si souvent ce qui est facile, ça dépend des revues, quand les lignes sont numérotées, vous pouvez dire que vous avez répondu à tel commentaire de l'expert A sur les lignes 12 à 25, par exemple. D'accord? Pour permettre à l'expert d'identifier précisément les points sur lesquels vous avez répondu. Ça, c'est un aspect qui est important parce que ça montre la rigueur de votre démarche et la rigueur de votre travail. C'est-à-dire, si vous êtes capable de montrer, de répondre point par point, à quel endroit, comment vous avez répondu, ben, là, vous êtes en train de convaincre l'expert. Et c'est important aussi à comprendre, c'est que des fois, peut-être vous êtes un peu plus spécialiste que l'expert. C'est-à-dire qu'un expert, il n'est pas là parce qu'il est obligatoirement, ça arrive, hein, mais pas obligatoirement expert de votre recherche ou de votre champ de recherche. Mais a priori, c'est un chercheur qui est confirmé et qui, du coup, va avoir peut-être des fois des remarques sur la reproductibilité de votre démarche, de votre méthodologie, peut-être l'explicitation de votre cadre conceptuel, peut-être la façon dont vous avez formulé vos résultats qui ne sont pas suffisamment explicites ou clairs, ou votre discussion qui ne permet pas de positionner vos résultats au regard d'autres études qui ont pu être menées dans le champ. D'accord? Donc, il y a des fois des aspects qui relèvent de l'expertise, qui ne sont pas spécifiquement sur le champ, mais vraiment sur, on va dire, les normes et la façon de publier et de rédiger. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, si jamais vous avez des questions par la suite, je vous ai laissé mon mail. Et puis, on peut déjà prendre toutes les questions qui peuvent être disponibles dès maintenant. Voilà, j'arrête Merci là. beaucoup, Monsieur Roche. Donc, on a une première question, mais j'inviterai les gens, les participants à lever la main. Donc, en utilisant les outils de réaction de Zoom, on pourra vous donner la parole à ce moment-là euh, pour poser votre question ou réagir. Alors, une première question. Vous avez parlé de structure classique. Est-ce qu'il existe une structure moderne? En soi, c'est pas classique ou moderne. En gros, c'est la façon de publier un article, on va dire, empirique, quoi. Donc, un article empirique où il n'y aurait pas de méthodologie, tout de suite, il sera refusé, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est un peu les normes attendues souvent qu'on retrouve. Donc, mais pour ça aussi, pensez à consulter les normes éditoriales. Très souvent, dans les normes éditoriales, vous avez aussi des fois ce qui est attendu en termes de partie, de structure des articles. Donc, ça peut aussi vous aider. Encore une fois, hein, vraiment, prêtez attention aux normes éditoriales et lisez bien ce qui est attendu par les revues. Ça va vraiment vous aider, quoi. Alors, on a une première personne qui a levé la main. Karine, à vous Ouais. la parole, là. Ouvrez votre Merci. micro. Merci beaucoup. Alors, je me demandais si vous avez des stratégies particulières quand vous rédigez un article scientifique avec des collègues pour s'assurer de la fluidité du travail de collaboration. Alors, ouais, disons que c'est un peu. Euh, j'ai pas de stratégie particulière. Disons que moi, déjà, je pense que la première stratégie, c'est de bien choisir les collaborateurs.
C'est-à-dire que c'est aussi comme ça qu'on collabore, c'est que des personnes avec qui vous savez que ça va être facile de matcher, ça va être facile d'arriver à travailler, de vous compléter. Par exemple, il y a des collègues qui sont beaucoup plus efficaces sur le travail de revue de littérature, mais qui ont plus de mal des fois sur la formalisation des résultats. Il y a des collègues qui sont très, très efficaces sur tout ce qui est respect des normes. Ça va dépendre aussi de l'étude, c'est-à-dire que, par exemple, on peut travailler avec des collègues on peut travailler sur la même thématique, mais avec des approches théoriques différentes. Donc, du coup, ça, c'est aussi important. Et puis, après, chacun a ses façons de faire. On peut fonctionner avec des allers-retours sur un fichier source. On peut partager un fichier en ligne. Ça dépend. Moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'il y a une personne qui écrit généralement une grosse, grosse partie de l'article, au moins un gros plan détaillé, comme je vous disais, et ensuite chacun enrichit mutuellement. Ou alors, comme là, on le fait, on est en train de le faire avec des collègues sur une revue de littérature, on est parti de la structuration de la méthodologie. Ensuite, on a repositionné tout ça en rédigeant l'introduction parce qu'on connaît un peu le champ, on est spécialiste sur ce champ-là. Il y a deux autres collègues qui sont en charge de plus faire la recherche des articles à partir de la méthodologie. Et ensuite, pour la lecture, on va se partager la lecture des articles. Et la rédaction, on va partager les points à partager. Voilà, il n'y a pas de stratégie en soi. Je pense que c'est une stratégie. Il faut adopter les stratégies qui vous permettent de bien fonctionner en collectif au regard des forces de chacun des membres de l'équipe qui va écrire. Merci. Un peu dans le même sens de collaboration, quelqu'un nous demande, vous remercie pour la présentation efficace et complète. Est-ce qu'il est possible d'écrire seul un article scientifique ou faut-il qu'il y ait absolument des co-auteurs? Euh, alors en fait, un article scientifique, il y a aucun problème à l'écrire tout seul, hein. Là-dessus, il y a pas de problématique. Il peut y avoir des enjeux, en fait, par exemple, si c'est dans le cadre d'un travail que vous avez en maîtrise ou en doctorat, euh, il y a toujours des contributions qui sont relatives à la personne qui vous encadre. Donc, publier tout seul les travaux de votre maîtrise ou de votre doctorat, mais où vous avez bénéficié du travail, des relectures et des conseils de votre directeur, ça paraît délicat de publier sans lui. S'il a orienté, il a guidé, il a travaillé dessus, quoi. Après, dans tous les autres cas, vous pouvez publier seul, il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Merci. Une autre question, peut-on reproduire une étude réalisée dans un contexte donné dans un autre contexte en utilisant les mêmes devis et protocoles de recherche et de la publier dans la même revue? Alors, comme ça, moi, je vous dirais oui, mais après, ça, je pense que il faut, n'hésitez pas quand vous avez des doutes aussi, si votre revue, votre article peut rentrer dans le scope ou peut être accepté ou au moins être expertisé, à écrire à l'édition, aux personnes qui gèrent la revue. Voilà, vous pouvez exposer rapidement et ils vont vous dire oui ou non, quoi. Mais s'il y a un changement de contexte, pour moi, a priori, il n'y a pas de problème. Et la deuxième chose, c'est que évidemment, il faudra bien citer et se référer à l'étude originelle qui a été faite dans un contexte différent, quoi. Et il faudra arriver à expliquer finalement quelle est la plus-value de l'article que vous publiez, pourquoi vous le faites dans un nouveau contexte, qu'est-ce que ça peut apporter de plus en termes de connaissances, quoi. Merci. Une autre question. Merci pour la présentation. Lorsque la revue est payante, qui assume les frais? Le doctorant? Quoi faire lorsque ces frais sont estimés à plus de 1 000 $? Ben, a priori, c'est à regarder dès le départ. C'est-à-dire que allez pas publier dans une revue si vous savez que vous ne pourrez pas avoir des moyens de payer. Après, ça, c'est quelque chose qui a discuté avec la personne qui vous encadre. Et puis, il y a aussi des bourses pour soutenir les étudiants, notamment au sein du CRIF-PUQ, hein, mais il y a toujours moyen d'obtenir une part de financement. Mais ça, faut l'anticiper, quoi. C'est-à-dire que c'est pas au dernier moment, quand l'article est accepté, que voilà. Et après, il y a toutes les revues ne sont pas payantes. Il y en a qui sont gratuites, hein. Par exemple,
Formation et Profession, il y a aucun, la revue Formation et Profession du CRIFP, il n'y a aucun frais de publication. Mais vous avez des revues aussi qui offrent la possibilité de publier sans frais de publication. Mais à ce moment-là, c'est des articles qui ne sont pas en libre accès. Donc là, les gens peuvent les lire que en passant par les abonnements des bibliothèques. Ou alors, vous avez des articles, des revues qui proposent aussi du libre accès. Et là, il faut penser au financement, quoi. Et là, tout le monde a accès, mais c'est vous qui payez au départ les frais. Et donc ça, il faut regarder, il faut l'anticiper dès le départ, quoi. Merci. Il me semble, M. Roche, que vous avez répondu à cette question-là, mais je vous la repose tout de même. Peut-on réaliser un article purement théorique? Ben, ouais, ça renvoie à ce que j'avais appelé les articles, on va dire, conceptuels. Mais encore une fois, là, c'est pareil, c'est que où est-ce que je le publie? Et finalement, quelle est la plus-value d'un article théorique, d'un article conceptuel? Il faut arriver à montrer quel est son intérêt, quoi. Et donc ça, c'est des fois un petit peu délicat parce que comme c'est théorique et que c'est conceptuel, il faut avoir une très bonne connaissance de la littérature et une connaissance très fine. Et souvent, ben, quand on est en doctorat ou en maîtrise, c'est pas le moment où on a la plus grosse connaissance de la littérature parce qu'on commence, on va dire, un certain nombre de choses. On a la gestion de ces données, le recueil, le traitement. Donc, l'article purement théorique, c'est pas le meilleur, à mon sens, la meilleure chose à essayer d'initier au départ, quoi. Merci. Le doctorat peut être long. La collecte peut avoir fait des années avant le dépôt final. Comment savoir si les données sont obsolètes et si les résultats sont encore publiables après des années passées après la collecte de données? Bah, disons que là, comme ça, moi, je vous dirais, dans le champ des sciences de l'éducation, je vois pas, entre guillemets, comment les données pourraient ne plus, enfin, devenir obsolètes. C'est-à-dire que c'est des données recueillies à un instant T, dans un contexte particulier. Donc, voilà, on voit encore à l'heure actuelle des articles qui sont publiés, par exemple, sur des recueils qui ont été faits pendant le Covid, pendant la pandémie et pendant toute la période où tout était fermé. Mais c'est pas pour autant que c'est obsolète. Mais le contexte était différent. C'était un contexte de pandémie, par exemple, un contexte d'enseignement à distance ou autre. Donc voilà, c'est pour ça que dans votre article, il faut bien repositionner le contexte. Mais en soi, dans le contexte, quand le contexte, la méthodologie, le cadre théorique sont bien précisés, il n'y a pas de données qui sont obsolètes, c'est les données. Merci encore une fois pour votre réponse et ces précisions. J'ai pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une idée. Vous pouvez toujours lever la main en utilisant l'outil de réaction de Zoom ou nous poser la question dans le clavardage. On va peut-être attendre une petite minute, voir si quelqu'un se manifeste. Alors, il semble que vos explications et votre présentation étaient très claires puisqu'on n'a pas d'autres questions qui nous est posée. Donc, merci encore une fois. Ah, on a une petite dernière ici qui vient d'arriver tout à coup. Vous aviez dit que cela peut prendre beaucoup de temps. Pourriez-vous nous donner une fourchette de temps plus précise? Beaucoup de temps par rapport à quoi le délai de publication? Ce n'est pas précisé. Je présume que c'est ça, oui. Ben, il y a, oui. Ah, la Ah, rédaction. Ben, oui. non, là, il n'y a pas de délai, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend voilà, de l'habitude que vous avez à écrire. Moi, je sais que à titre personnel, je mets beaucoup de temps à commencer à écrire. Mais quand j'ai commencé à écrire, ça va assez vite. Mais par contre, avant de commencer, je lis beaucoup. Je passe beaucoup de temps à regarder mes données, à les traiter, à les raffiner, à choisir. Et ensuite, je commence à écrire. Et là, quand je commence à écrire, ça va assez vite, quoi. Mais quand je dis assez vite, ça peut être 15 jours, 3 semaines, l'article peut être écrit. Mais j'ai passé avant beaucoup de temps à écrire et à lire, à beaucoup lire. Moi, je lis beaucoup. Ah oui, alors non, ouais, voilà. Je vois la question, pardon. Est-ce que c'est une bonne stratégie de soumettre dans plusieurs revues en même temps, de la revue la plus prestigieuse à la revue la moins prestigieuse? Alors effectivement, oui, j'ai oublié de le dire, on soumet jamais
en même temps dans deux revues. D'accord? Jamais. Par contre, je vous dirais, dès le départ, publier, essayer de soumettre dans une revue extrêmement prestigieuse, bah, c'est peut-être pas la bonne stratégie. C'est-à-dire que, en fait, je pense que les stratégies sont assez individuelles. Si vous avez besoin d'avoir des publications pour asseoir votre CV dans une optique de recrutement à court terme, bah, à ce moment-là, il vaut mieux essayer de viser des revues dans lesquelles qui sont assez intéressantes, hein, mais qui ne sont pas les plus prestigieuses. Ben, c'est peut-être mieux d'assurer, on va dire, de la publication dans ces revues-là plutôt que de tenter la revue très prestigieuse où vous avez très peu de chances de passer alors que vous avez besoin d'avoir une publication. Donc, c'est vraiment surtout ça. Mais après, de façon générale, oui, je pense que si vraiment vous voulez essayer de publier, euh, des choses qui sont de qualité, bah, effectivement, je pense qu'il vaut mieux viser des bonnes revues tout de suite, dès le départ. Et ensuite, bah, peut-être diminuer vos exigences. Ou, par exemple, quand je vous disais les revues en Q1, Q2, Q3, bah, vous pouvez être refusé dans une revue en Q1, simplement parce que votre article n'est pas assez mature, mais il va être maturé grâce aux expertises que vous allez avoir. Vous allez pouvoir l'améliorer. La deuxième chose, c'est qu'il peut être refusé dans une revue en Q1, mais accepté dans une autre, tout simplement parce que votre article, vous collez pas tout à fait aux normes et au champ éditorial de la première revue. Donc c'est pour ça que regardez bien les revues, qu'est-ce qu'elles publient, regardez les normes, mais aussi regardez le type d'article. Allez voir des numéros pour voir ce qu'il y a dedans. Peut-être une petite dernière question. Ça semble intéresser plusieurs personnes aujourd'hui. Est-ce que vous avez le nombre de revues de centres d'éducation qui publient rapidement? Là, comme ça, Ouais, c'est non. ça. OK. Non, ouais. C'est ce que je pensais aussi, là. C'est pas si évident, là. Bah, après, si vous voulez, il y en a, mais il y en a qui sont difficilement i- identifiables comme non prédatrices. C'est-à-dire que par exemple, il y a des revues comme Frontiers in Education ou Education Sciences chez MDPI qui publient très vite, mais qui certaines fois sont considérées comme étant prédatrices. Mais comme il n'y a pas de liste officielle, alors des fois, si vous cherchez en ligne, on va vous dire bah oui, c'est prédateur. Et puis quand vous cherchez non, c'est pas prédateur, puis des fois c'est classé comme étant des revues Q1. Donc voilà, mais je sais que ces revues-là publient assez vite, mais Parfait. Merci beaucoup. Ben, merci, Monsieur Roche, encore une fois pour le temps que vous avez pris pour nous présenter cet atelier fort intéressant et pertinent pour les personnes qui y ont assisté. Alors, Monsieur Roche avait communiqué dans sa présentation son adresse courriel si jamais vous aviez une question qui survient après cette présentation. Mais vous pouvez aussi en tout temps consulter sa fiche descriptive sur le site du CRIFPE où vous avez accès à son adresse courriel. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Roche, pour cet atelier qui a été fort intéressant. Les gens, je pense, ont apprécié. merci beaucoup. Bonne fin Merci de à journée. tous. Merci, au revoir.